Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus si nombreux en ce dimanche ensoleillé. Je m'appelle Agathe Renac, je suis journaliste pop culture pour le média L'Éclaireur Fnac et je suis ravie et surtout honorée d'animer cette rencontre avec Lola Lafont. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, Lola, vous êtes écrivaine, chanteuse et compositrice. On vous doit notamment le best-seller La petite communiste qui ne souriait jamais, le roman Chaviré, le multi-récompensé Quand tu écouteras cette chanson, Il n'a jamais été trop tard, qui naît d'une série de chroniques écrites entre 2022 et 2024 pour le quotidien Libération, et très bientôt, La Nuit retrouvée, une BD réalisée en collaboration avec Pénélope Bagieux et qui est en lice pour le prix BD Fnac France Inter 2026. Rien que ça. Donc Lola, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci et bonjour à toutes, bonjour à tous. Votre enfance, c'est un roman. Vous avez grandi entre la Bulgarie et la Roumanie avec des parents professeurs, communistes, dans un appartement sous écoute. En parallèle, il y a le poids d'une histoire familiale marquée par l'exil, la Shoah et la résistance. Comment cette enfance, prise entre la grande histoire, une histoire familiale et ses traumatismes générationnels, ont façonné votre propre rapport au monde et nourri votre rapport à l'écriture et à la mémoire? Vaste question. Wow. Je ne sais pas trop à quoi répondre, mais à beaucoup. Enfin, c'est une énorme question. Énorme question. Donc, je vais essayer de faire court. Moi, j'aime bien que vous commenciez par une enfance qui est quelque chose d'un roman, parce que je crois que le terreau, en fait, évidemment que l'enfance, c'est très important quand on est écrivain, quoi qu'on en fasse, quelle que soit l'enfance. Et que là, effectivement, quand j'y pense avec beaucoup de distance, je me dis qu'il y avait quelque chose de très romanesque, pas du tout pour moi, parce que je la vivais, donc c'était la norme. Et vous évoquez les appartements sur écoute, ils l'étaient tous quand vous aviez des parents intello et qui plus est communistes, etc. Donc c'était pas particulier à mes parents, mais effectivement, ça me paraissait tout à fait normal. Et vous voyez, ce qui compte finalement, c'est le regard. Donc moi, quand je suis arrivée en France, c'est le regard qui a été porté là-dessus qui m'a fait prendre conscience de l'anomalie, en fait, de la situation de vivre dans un ancien pays communiste. Pour la question des traumas passés de génération en génération, pareil, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience très très tardivement, parce que le propre justement d'un traumatisme qui se passe comme ça de génération en génération, c'est que il se passe et que donc vous ne le voyez pas passer. Et je pense que le silence en fait qu'il y a dans ce genre de famille comme ça, où vous avez dans ma famille 90% des gens, il y a toute une génération qui a sauté. Je pense qu'en fait il faut justement on a l'impression qu'on parle de tout. Vous êtes dans une famille où on parle facilement, où on parle de tout, où la parole est libérée, puis tout d'un coup vous vous rendez compte qu'on n'a parlé de rien. Vous vous rendez compte qu'il y a tout un pan qui n'a pas de mots. Donc voilà, j'ai mis beaucoup de temps à réaliser que finalement c'est un symptôme, et que dans les générations, il va prendre des formes très violentes chez quelques personnes de ma famille, par exemple, des formes psychiatriques, des formes très violentes, et on pourrait dire que l'écriture est une forme psychiatrique aussi. Je pense que c'est quelque chose de particulier de se dire je vais passer ma vie devant mon ordinateur à écrire des choses qui sont fausse, et que je voudrais que on y croit ensemble. Ça peut paraître un peu dingue. Donc voilà, ça dépend ce que vous en faites. Finalement, c'est ce que vous en faites qui compte, pas tellement le point de départ. C'est ce que vous en fabriquez. Et le corps est absolument central dans votre vie, mais aussi dans votre œuvre. Il y a d'abord eu la danse, que vous avez pratiquée à un niveau de compétition. Qu'est-ce que cette rigueur vous a appris sur le corps, sur ses limites, mais aussi peut-être sur le besoin de contrôle ? Oui, c'est vrai que ma première vie, ça a été la danse, et que finalement, ça m'a vraiment tout appris, dans le mauvais comme dans le bon. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est une contrainte choisie. C'est-à-dire, personne ne m'a obligée à faire ça, hein, pas du tout, mes parents, etc. Et donc, il y a une forme de rapport avec soi-même qui devient celui de l'exigence absolue et de la frustration totale. Parce que ce qui vous fait avancer dans la danse classique, par exemple, c'est le savoir que vous n'êtes pas assez.
Vous n'êtes pas assez bonne, vous n'êtes pas assez en dehors, vous n'êtes pas assez. C'est la base. Personne ne vous dira ah ça y est, c'est voilà. Donc en fait, vous êtes face à un miroir qui n'est pas là vous n'êtes pas là pour vous contenter de vous-même ni pour vous admirer. C'est pas un miroir narcissique et c'est un miroir qui doit vous montrer ce qui ne va pas. Donc je pense que ce rapport-là au corps comme un objet. C'est vraiment un objet de contrôle, de transformation aussi. Hein. Vous le transformez, vous en tirez le maximum, etc. M'a totalement conditionné, donc je me rends pas compte comment ça aurait été sans. Et en même temps, ça a été le chemin vers l'écriture parce que le rapport à l'écriture est aussi très solitaire et aussi très exigeant. C'est-à-dire que c'est quand même, quand vous écrivez, vous êtes face à vous-même. Et vous avez d'une certaine façon, c'est aussi jamais assez bien. Et le besoin de contrôle, on le retrouve aussi dans les troubles alimentaires que vous avez traversés à l'adolescence. Une période où vous vous retrouviez dans les paroles de David Bowie qui parlait, je cite, d'une psycho delicate girl. Est-ce que la musique puis l'écriture ont été justement des moyens de trouver un exutoire et une façon de vous réapproprier ce corps quand il devenait insupportable, comme vous l'avez mentionné dans une interview accordée au Temps? Oui, je pense que alors moi j'ai tendance à penser, mais peut-être que je me trompe et que n'importe quel professionnel de la santé mentale pourrait me dire tout à fait autre chose, mais moi il me semble que le trouble alimentaire est un langage et qu'il est largement parlé chez les femmes. C'est une façon de dire des choses qu'on ne peut pas formuler. Donc ça a quelque chose à la fois c'est pour moi ce qui caractérise l'anorexie, encore une fois c'est vraiment une expérience personnelle, je dis pas du tout que je sais ce que c'est pour les autres, mais c'est l'isolement et la solitude que ça représente parce que finalement vous pouvez traverser ça comme au début un contrôle réussi, c'est-à-dire vous êtes tellement forte, vous arrivez à ne pas manger, vous arrivez à être différente des autres, vous avez gagné, mais vous ne savez pas ce que vous avez gagné finalement. Et il y a un affrontement, c'est un lieu de l'affrontement. Et ça, c'est secret. En général, personne n'en sait rien. Ce qui est compliqué aussi dans l'anorexie, il me semble, c'est que moi, j'étais dans des milieux qui valorisaient l'anorexie et que donc j'avais tous les alibis sociaux pour que ça soit indétectable. Et la danse, je veux dire, mais plus largement, on est dans, c'est pas un scoop du tout, mais une société patriarcale et le trouble alimentaire est quelque chose qui est une réponse aussi des femmes à cette pression, moi j'ai toujours l'impression qu'il y a un complot contre les femmes. Enfin, je veux dire, ça rapporte tellement d'argent. Le malheur des femmes et de leur corps, c'est un marché en fait, donc il faut l'entretenir. Voilà, je ne sais même pas si j'ai répondu à votre question, mais absolument. Et la bascule de l'adolescence, c'est un sujet récurrent dans vos œuvres. Est-ce que vous vous sentiez écouté et libre de parler durant cette période de votre vie? Et est-ce que la santé mentale était un sujet dont vous parliez librement avec vos proches, comme aujourd'hui? Mais tellement pas du tout. Mais il faut replacer ça dans les années 80, quoi. Donc, alors, pas du tout. Bon, c'est pas du tout un secret, donc je le dis, mais moi j'ai été victime d'agression sexuelle à l'âge de 13 ans. Et ça, il n'y a pas eu de mots dessus. Hein, c'était vraiment c'était un secret même avec moi-même. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est quand même curieux. Vous savez ce que vous avez vécu, mais c'est comme vous ne savez plus. Vous savez pas. Votre corps sait. Et l'anorexie a vraiment été un symptôme. Je pense qu'aujourd'hui, je pense que si j'avais vu des médecins comme j'en ai vu tellement, parce que le corps a finalement commencé à faire symptôme après l'agression, 6 mois après. Et j'ai eu plein de mots MAUX inexpliqués, récurrents. Voilà, j'étais vraiment dans un sale état. Et l'anorexie a été finalement un de ces symptômes. Aujourd'hui, il y aurait des mots, certainement. Et je trouve ça génial. Et on est ici pour. Enfin, je trouve ça incroyable. Avec une petite parenthèse, c'est génial, mais soyons très très conscients qu'on est face à un gouvernement qui mettra pas un sou dessus, et bien au contraire, et que donc l'époque va être très rude. Oui, voilà. Il n'y avait pas de mots et on était dans un moment, je pense, où ça n'existait pas.
en fait, où il y avait à la fois, je sais pas, qu'est-ce qu'on disait ? On disait il y a la dépression, on disait maniaco-dépressif, on disait quoi ? Je pense que les conditions dans lesquelles je me suis retrouvée hospitalisée, par exemple, étaient dignes des années 50. C'est pas quelque chose sur lequel j'ai écrit vraiment, mais j'ai été vraiment hospitalisée. Je sais même pas comment ça s'appelle, mais ça se faisait beaucoup. Vous étiez enfermé, on vous retirait tout ce qui était à vous, et on vous le redonnait si vous mangiez. C'est à la fois d'une cruauté et d'une bêtise absolue. Et voilà, c'était cette époque-là, quoi. Et je pense que ça a duré un moment. Je pense que ça. Donc on n'en parlait pas. Et dans vos romans, ce corps, c'est souvent un corps proie, un corps qui subit la violence, et notamment les violences sexuelles dont vous avez vous-même été victime et dont vous venez de parler. Vous avez abordé ce sujet dès votre premier roman en 2003, donc bien avant la vague MeToo, à une époque où le silence était la norme. Où est-ce que vous avez trouvé la force, les safe places et surtout les bonnes personnes pour parler de ce traumatisme ? Je pense que j'ai trouvé. L'écriture a été clairement sur Une fièvre impossible à négocier, qui est mon premier roman et qui est l'histoire d'une jeune femme après un viol qui va se réfugier, se reconstruire dans les squats et dans les mouvements autonomes du début des années 2000. Je pense que les endroits que j'ai trouvés étaient un collectif à l'époque, qui était le collectif féministe contre le viol. J'ai appelé un numéro vert, en fait, et j'ai eu la chance de tomber sur un groupe de parole. Grande chance. Mais ça a été longtemps après. Enfin, donc ça a été finalement les milieux politiques et féministes. Clairement, c'est le féminisme qui m'a sorti de là. En fait, je pense que les milieux féministes, un collectif donc qui s'occupait des victimes de violences sexuelles, mais ça m'a permis quelque chose de très important, de comprendre que c'était pas mon histoire. Ça a été essentiel. C'est-à-dire que jusqu'à là, comme il n'y avait pas de réseaux sociaux et qu'on n'en parlait pas, personne, j'avais vraiment l'impression que ce que je vivais était mon histoire. C'était moi. Il y avait qu'à moi que c'était arrivé, donc c'était ma faute, forcément, puisque c'était un viol conjugal, donc c'était forcément relié à moi-même. Et ce que j'ai appris grâce au féminisme, en fait, c'est que c'était pas que mon histoire, c'était que c'est systémique. Et ça m'a vraiment allégée. Et politiser ça a été me sauver. Et l'écriture est arrivée parce que j'avais pas le choix. J'ai écrit ce livre parce que j'avais pas d'autre espace où raconter. Mais justement, aujourd'hui, vos livres sont devenus des étendards. On voit des citations de Chaviré ou de Merci Marie Paty sur des pancartes dans les manifestations. Vous recevez aussi beaucoup de témoignages. Comment est-ce que vous parvenez à accueillir cette parole et cette souffrance sans que ce rôle de porte-voix ne devienne trop lourd à porter ? C'est sidérant. Je veux vous dire qu'à la fois, c'est bouleversant et c'est terrible de me rendre compte... que ça continue. Enfin, quand Chaviré est sorti, en fait, je me souviens de la première rencontre en librairie où c'était des personnes plutôt jeunes qui venaient acheter Chaviré et que il y avait tellement de... Je savais pourquoi la personne l'achetait et que c'était terrible de le savoir. Sur Instagram, quand je recevais un message, je me disais, je sais pourquoi elle m'écrit, et c'est terrible de le savoir. Et donc, à la fois, je pourrais vous dire que je trouve ça merveilleux de pouvoir échanger et qu'un livre serve à ça, et pas forcément à retrouver sa propre histoire, mais à mettre des mots différents, etc. Et à la fois, à chaque fois, je me dis, j'en peux plus que... C'est pas que j'en peux plus de recevoir ces témoignages. Je n'en peux plus qu'il y ait besoin de ces témoignages. Je fais une toute petite parenthèse. Aujourd'hui, j'ai appris que j'ai été appelée pour travailler sur une série comme consultante. Aujourd'hui, j'ai appris que le producteur qui m'a fait appel à moi est inculpé dans un énorme truc dégueulasse qui ressemble à Chaviré. Je me dis, c'est horrible. C'est horrible parce que c'est horrible parce que finalement, je pense que j'ai été un genre d'alibi.
Mais on est dans une époque quand même qui porte énormément d'espoir, je dirais grâce à votre génération. Ce qui me console. Et justement, comment est-ce que vous percevez aujourd'hui l'évolution de la prise de parole et de l'écoute des victimes ? Alors, à la fois, je trouve ça, comme je vous dis, je suis émerveillée très souvent de voir comment la parole circule, mais d'abord, il faut pas se leurrer, elle circule pas partout. Il faut quand même, ça dépend de à quoi on a accès, etc. Et puis le backlash est là tellement violent que je me suis réjouie 2 minutes, quoi. Je pense que la réplique, la contre-offensive, en fait, je m'attendais, évidemment que quand on s'attaque à quelque chose, à un pouvoir, évidemment qu'il y a une contre-offensive. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne si vite, qu'elle soit mondiale, donc je pense qu'il va falloir se serrer les coudes. Je ne sais pas comment on dit, mais je suis à la fois très heureuse, mais déjà vigilante. Ouais, c'est fini le moment d'être très heureuse. Donc avant de donner la parole au public, et Pop & Psy oblige, j'aimerais conclure cet échange avec une ordonnance culturelle. Si vous deviez prescrire un livre, une musique, un film ou une série qui vous a récemment fait du bien et qui aide à voir le beau dans notre époque si complexe comme vous l'avez dit, quel serait-il ? La série Empathie est merveilleuse. Je vous la conseille vraiment 1000 fois. C'est une série québécoise. Écrite, réalisée et jouée par, j'espère que je ne vais pas écorcher son nom, je ne me rappelle plus, Florence Dupré, je crois, excusez-moi, je ne sais pas, vous la trouverez. Pour moi, c'est vraiment... c'est à la fois extrêmement dur, puisque ça se passe vraiment... Il y a énormément d'histoires de santé mentale, et en même temps, j'ai le sentiment vraiment qu'il y a une bonté et puis une empathie dans cette série à chaque moment, avec le personnage, avec les personnages. Donc, je vraiment regardez cette série. Et puis, je voulais parler quand même un petit moment, on en a parlé juste avant, qui n'est pas un moment feel good du tout, mais je voulais remettre à l'honneur une autrice qui a été complètement oubliée. Et qui a écrit sur la santé mentale et qui a été célèbre et célébrée dans les années 80, qui s'appelait Valérie Valère, qui a écrit Le pavillon des enfants fous sur l'anorexie. Elle avait 16 ans quand elle a écrit. Elle a été une sorte de star de la littérature aussi parce qu'elle avait 16 ans. Et elle a été dévorée. Et elle est morte quelques années plus tard. Et vraiment, demandez son livre dans les librairies, qu'on la réédite. Lisez-la. C'est une écriture très âpre, violente, mais en même temps très nécessaire. C'est une très grande autrice. Merci beaucoup. Je me demande juste si on a encore une... Oui, on peut encore poser une petite question avant les questions. Super. Juste une dernière petite question. Vous êtes aussi donc sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Est-ce que cette nouvelle façon de publier et de partager vos textes avec le public a modifié votre rapport à l'écriture ? Est-ce que c'est une écriture plus directe, plus frontale peut-être ? Ah oui, c'est pas du tout la même. C'est pas du tout la même. C'est vraiment des petites choses. C'est des bouts des chroniques que j'écris dans Libé, où c'est des réactions où j'essaye quand même de pas, de pas réagir comme ça. Mais il y a des moments où c'est un espace rapide. Ça modifie parce qu'il y a le retour immédiat. Le roman, c'est le temps long. Moi, j'aime bien le rendez-vous avec le roman, avec le récit, parce qu'on se retrouve et puis que ça dure. Le texte du réseau social, il est très fugace, ce qui est beau aussi parfois, j'aime bien. Mais non, c'est pas la même pratique.